Vous écoutez Radio Ma'arif. Le podcast Histoire. La saison 3 du podcast Histoire vous est offerte avec le soutien de Maroc Télécom. Bienvenue les amis, c'est Radio Ma'arif. On est encore là, un dernier podcast de la saison, avant la pause, et on est très content de recevoir, comme maintenant c'est l'habitude à la fin de chaque saison, c'est une sorte de fierté pour nous, de recevoir le duo des usual suspects, les habitués de nos services, ceux qui ont été convoqués à de maintes reprises pour nous fournir les explications nécessaires à la compréhension de ce qui nous était arrivé. Deux historiens donc, Abdallah Fili, salut. Bonjour, c'est Redan. Comment ça va? Bonjour, c'est Mustafa. Oui, très bien. Très bien. Parce que effectivement, il y a également Mustafa Kadiri, l'homme que l'on ne présente plus. Le coupable. C'est un plaisir toujours de vous retrouver, de retrouver Abdallah et puis de rafraîchir un peu la mémoire et d'avoir. Tu m'as rien rafraîchi. Extraordinaire. Tu m'as informé. Non, mais déjà, je vais le refaire. Je sais que j'ai déjà fait ça, mais c'est important via votre présence et à la fin d'une saison, de remercier tous les historiens qui sont succédés à ce riche 6 ans, voilà, et qui ont été, franchement, je le redis, dévoués à leur passion et super collaboratifs, mais tous, hein, et vous en êtes deux représentants de cette corporation qu'on voudrait remercier. Merci les amis pour partager ce que vous savez, d'être conscient de la mission que vous avez, du devoir que vous avez de nous expliquer, ce qu'on ne se comprend pas. Avec plaisir. Merci, et on espère être à la hauteur de la responsabilité. Ben écoute, puisqu'on est dans une phase d'émotion et de bisous, je remercie également les gens qui nous écoutent. Puisque 1 500 000 écoutes, c'est pas mal pour un contenu qui c'est très suspect. C'est très suspect. Oui. Non, je crois que c'était 1 500 000 qui était suspect. Non, mais on est très content des audiences. On remercie notre partenaire qui nous a accompagnés pour faire ce projet. Et on espère pouvoir continuer à diffuser ça. En tout cas, merci les amis. Merci à vous et on y va. On commence par où? On n'a pas l'habitude. On n'a pas l'habitude. Alors le sujet. Chita. Non, mais le sujet, comme on a l'habitude maintenant, on a déjà fait l'exercice, il était très agréable à faire. C'est que je voudrais, moi, revenir avec vous sur certaines de mes découvertes dans cette 3e saison. Et la première que j'ai, c'est l'époque pré-islamique. Voilà, on a eu des podcasts qui ont traité du Maroc, de la Mauritanie un peu romaine. On a eu un podcast extraordinaire avec le professeur Oulhaj qui nous a parlé de la richesse intellectuelle de certains héros de l'Afrique du Nord, en l'occurrence Apulée, Saint-Augustin, Arius, ouais, qui était un autre théologien chrétien. Mais moi, je vais vous dire que cette période-là m'a surpris parce qu'elle a à nous livrer et qui est très très peu connue. Comment ça se fait? C'est nous qui la négligeons. Enfin, nos programmes scolaires, on a cette matière, on parle un peu de l'histoire antique à l'université. Mais malheureusement, on garde un peu ce que la théorie européenne avait mis en place, c'est-à-dire quand les Britanniques ont étudié l'Irak, comment on appelle ça, Bayn al-Nahrayn, Hadarat ma Bayn al-Nahrayn, Bilad al-Rafidayn. Donc les Britanniques se sont intéressés... La Mésopotamie, absolument. Merci. Les Britanniques ont fait le focus là-dessus. D'ailleurs, Laurence d'Arabie a commencé comme un peu à fouiller sur l'archéologie, etc., pour regarder un peu à droite et à gauche avec la vision ailleurs. Et puis les Français qui ont eu la spécialité égyptienne. Donc on a l'Égypte et la Mésopotamie comme référence universelle et comme on dirait que c'est les deux seuls lieux où quelque chose a existé. Et tout ça, ça nous vient un petit peu d'une spécialité à visée coloniale à l'époque qu'on appelait l'archéologie avec tout ce qui va avec l'anthropologie, l'ethnologie, l'ethnographie, etc. Et du coup, on se néglige nous-mêmes par paresse, parce que ce n'est pas la matière qui nous manque, ce n'est pas la recherche qui nous manque, ce ne sont pas les documents qui nous manquent, et surtout que chez nous, quand avec le temps colonial français et espagnol, ils ont essayé de focaliser sur ce qui est romain, comme en croyant qu'ils étaient les héritiers de Rome, qu'ils sont venus voir un petit peu les traces de leurs ancêtres supposés, alors qu'ils ne le sont pas. Et nous, après l'indépendance, on a continué dans cette optique. Vous l'avez vu, quand vous avez fait le podcast sur Challa, comment même
Le professeur Akhlaz avait mentionné ce détail assez intéressant qu'à l'époque coloniale, on essaie d'exhiber ce côté dit romain et dès qu'il y a autre chose, on essaie de le cacher, même de le casser, même de le mettre à l'écart pour essayer tout court de mettre en valeur ce volet-là. Puisque tu parles des Romains, c'est à peu près ce que tu dis, c'est ce que dit également professeur Oulhaj et beaucoup d'autres. Je voudrais avoir ton avis là-dessus, Abdallah. C'est qu'en fait, dans la construction intellectuelle, Rome, c'est eux. Et quand on répète, on martèle qu'il y a eu des empereurs romains d'origine africaine ou des philosophes qu'on considère comme appartenant à l'espace romain qui étaient également d'origine africaine ou maghrébine, ça relativise la notion de eux et nous. Et comment tu te situes par rapport à ça, toi ? Alors, moi, je trouve qu'il y a un paradoxe quand même, parce que à l'époque, effectivement, coloniale, on s'est focalisé, la recherche s'est focalisée sur ces périodes, au point où, effectivement, on a carrément rasé dans tous les sites marocains les parties, par exemple, postérieures aux Romains, pour retrouver les vestiges romains. Donc, il y a une littérature extrêmement riche, extrêmement abondante, en fait, sur ces niveaux, sauf que, au lendemain de la décolonisation, de l'indépendance, on s'est dit, puisque c'est une science, l'archéologie, puisque c'est une science coloniale, qui nous a montré la richesse de l'époque romaine au Maroc, par exemple, dans tous les sites, etc., on va changer le spectre en arrêtant complètement l'archéologie. Et ça, c'est dramatique parce que, au jour d'aujourd'hui, on a complètement délaissé les niveaux romains, qui sont super intéressants à voulu, Issa, Banassa, etc., pour se chercher une identité pré-romaine, numide notamment, ou mauritanienne, etc. Et effectivement, la recherche, des 20 dernières années, a fait des découvertes majeures partout au Maroc, y compris par exemple dans le Souss. Dans le Souss, on a découvert justement du matériel d'époque mauritanienne et au tout début de l'époque romaine, de l'Empire, et on s'est rendu compte qu'il y a quand même une histoire riche, pré-romaine, au Maroc. D'accord. Et dans tous les sites romains, pratiquement tous les sites, on retrouve le matériel, une richesse matérielle, civilisationnelle d'époque pré-romaine. Le gros problème que nous avons au jour d'aujourd'hui par rapport à cette histoire et que tu as relevé, il y a la question de la diffusion de ces connaissances. On est resté, en tout cas, de point de vue, et ça c'est le point de vue de l'archéologue, on est resté dans une science intelligente, on va dire, ouverte sur des langues étrangères et notamment le français et l'espagnol, parce qu'il y a beaucoup de publications, notamment au nord du Maroc, en espagnol. Sauf que cette connaissance, parce que c'est une connaissance, surtout pour l'histoire, qui s'est fondée énormément sur l'archéologie. Sauf que cette connaissance est restée dans une... Et ça, c'est dramatique. Ouais. Ouais. En même temps, c'est dramatique et ça, la solution est facile. Si on a une volonté, bien sûr, la diffusion pose problème, mais en même temps, les sources sont là, Internet est là, et c'est vrai qu'on trouve des choses. Mais tu parlais, je suis en train de réaliser, quand tu parles, à quel point l'idéologie est importante dans les recherches. C'est-à-dire que, comme on n'a rien trouvé, il faut savoir ce qu'on cherche. C'est ça. Et ce qu'on cherche est conditionné par ce qu'on a envie de trouver. Exactement. Donc tu te retrouves, je donne un exemple, aujourd'hui l'identité d'un Marocain est tellement liée à l'islam, je parle de la majorité, ou si ce n'est en tant que peuple en tout cas, elle est tellement liée à l'islam, nous sommes tellement musulmans dans notre conception de nous-mêmes en tant qu'identité qu'une période pré-islamique nous perturbe, ou presque ne nous intéresse pas, ou ne nous attire pas, ou même peut-être nous fait peur. En tout cas, il y a ça également dans ce qui fait qu'on choisit de fouiller là ou pas là. Et ce n'est pas justifié islamiquement parlant. Non, ce n'est justifié ni intellectuellement, ni religieusement, ni rien du tout. C'est des choix mais c'est complètement hasardeux. Ouais. Et il faut se le dire parce qu'on n'a pas de vision. À partir du moment où tu manques de vision, bien évidemment, tu peux piocher. Attends, les responsables des programmes de la langue arabe, ils ne trouvent aucun problème à introduire la période de l'Jahiliya et de nous faire connaître par cœur Mustafa Kadiri sur l'aile droite. Non. La poésie de l'Jahiliya, on la connaît, on l'apprend par cœur à l'école, au collège, je crois que tout le monde y passe, ils n'y trouvent aucun problème, comme si le Jahiliya de l'Jazira est halal, mais notre passé pré-islamique est haram. Oui. Et ça fait partie de nos schizophrénies, paraît-il. Bon, fin de... Très excellente percée, tir. Cadré.
Il y a un problème qu'il faut soulever aussi. Juste par rapport au programme, etc., je peux vous assurer qu'on manque aussi de spécialistes dans ce domaine. Oui. Autant au niveau universitaire, on a véritablement de très bons spécialistes de l'histoire antique, autant au niveau des niveaux inférieurs, et ça c'est dramatique, hein, de nos profs, soit du collège, soit du lycée, soit du primaire, malheureusement, il n'y a pas de formation dans ce domaine. Et je peux vous dire dans les CPR et dans les écoles normales. Il n'y en a plus maintenant. Enfin, il n'y a rien. Il n'y a personne. Mais c'est très récent, en fait. Moi, par exemple, je me suis intéressé un jour à cette fameuse cavalerie numide, voilà, qui est décrite par les Romains comme étant les cavaliers les plus redoutables. Quitte Bordeaux, hein. Quitte Bordeaux avec armes blanches. Hein. Et je suis très déçu de ne pas avoir d'image dans ma tête de ce à quoi pourrait bien ressembler une cavalerie numide. Et ça, c'est un problème qui est permanent. C'est l'absence d'image qui vraiment, moi, me pose problème. Et je le dis et je le répète. On souffre de ça. On souffre de ce trou noir. Si, Abdallah, peut-être, parce que, paraît-il, il y avait des pièces avec des cavaliers ou des chevaux. Oui. Voilà, il y a une richesse d'images à l'époque pré-romaine extraordinaire. Des monnaies qui sont riches d'informations, d'effigies de rois, de... Oui, mais est-ce que ce cavalier numide, par exemple, sur son cheval... Des chevaux, justement. Non, le cheval, on sait à quoi devrait ressembler, mais... Oui. C'est le cavalier numide. Est-ce qu'il avait un pantalon, par exemple? Parce que moi, j'ai du mal à imaginer qu'un cavalier professionnel n'est pas... Non, d'abord, on commence l'apprentissage presque gamin, presque nu, hein, et puis on ne met pas de selle sur la monture. Oui, c'est comme ça qu'on apprend, du coup. Oui. Hein, c'est un détail peut-être, mais c'est très impressionnant. Il y a beaucoup de détails qu'on a besoin de connaître, mais on va faire une petite pause. Pour rester sur le même thème, il y a un super podcast de professeur Silej qui nous parle de l'émirat de Nkoul et qui évoque, il est un peu sorti du sujet, mais ça c'est le genre de choses qu'on aime bien, qui évoque également la période de la conquête omeyyade et le fameux sort de la ville de Sgouma, qui aurait été rasé par Moussa ibn Nasser en vengeance de ce qu'aurait fait Kousseïla à Orban ibn Nafeh. Mais Kousseïla était déjà mort, donc c'est les enfants de Kousseïla qui ont payé, et qui éclaire d'une nouvelle vision. Je mets ça en parallèle avec ce que vous avez raconté sur Balrouata, qui ont eu cette fameuse révolte de Meïsara, qui était vexé par le sort qu'il avait. Et donc toutes ces frictions entre les populations locales, qui sont là où on est aujourd'hui, et les Omeyyades, le sort également de Orban ibn Nafeh, qui était apparemment pas super amical avec les populations locales. Tout ça, c'est carrément un regard nouveau sur cette période-là, hein, qui est résumé à Al-Futuhat al-Islamiyya chez nous, et qui est considéré comme quelque chose de facile, fluide et joyeux. C'était pas ça. Loin s'en faut, parce que justement on est face à un esprit hégémonique qui est porteur d'un message en fait, mais un message religieux qui n'était pas si pacifique que ça. Les textes sont clairs là-dessus. Quand on parle des conquêtes pacifiques qu'on peut trouver dans les textes récents et dans les textes, par exemple, les programmes scolaires, etc., c'est complètement abusif. Et je pense que ni la documentation ancienne, tardive certes, mais il existe, il a on va dire l'intérêt d'être consigné depuis le 9e siècle, depuis le milieu du 9e siècle jusqu'au 14e siècle, les derniers textes de Mafakh el-Barbar ou d'Ibn Addari, etc. Et donc, on a un message qui est censé être pacifique. Al-Barbar, juste pour signaler si j'ai bien compris, c'est le moment où c'est à l'époque Al-Mohad. À l'époque Al-Mohad, où les Andalous prenaient les barbares de haut en mettant en avant leur inculture, et qu'ils se sont retrouvés eux-mêmes à faire des textes pour défendre leur culture. Exactement, c'est bien ça. Exactement. Donc c'est une sorte de nationalisme... Non, c'était ceux qui se targuent de leurs origines, de leurs racines, et ceux qui se targuent par leurs actes et leurs faits. Et lui, il s'inscrit dans la deuxième catégorie. C'est un peu le résumé. Deuxième attaque sur l'aile gauche. C'est lui qui le dit, hein, c'est pas moi. Non, je comprends. Non, mais au-delà du du contenu des textes, parce qu'on va pas ranger les races, ça n'a pas de sens. Mais ce que je retiens, moi, de ce Mafakh el-Barbar, c'est pas ce qu'il dit, c'est l'attitude qui consiste à dire je dois défendre ma culture. C'est-à-dire qu'elle est considérée comme sous-développée. C'est ça ce que je retiens. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de entre guillemets, de mépris. Voilà. Et donc ce texte vient répondre à ce mépris, et elle est là l'information. Après, comment tu réponds? Il y avait Kitab al-Ansab d'abord, sur l'histoire de généalogie. Puis c'est des polémiques sur ceux qui se targuent de leurs origines nobles. Mais surtout pour moi, ce livre, c'est un document extraordinaire sur la région de Kalachaouia surtout. C'est ça qui est extraordinaire, ce qui nous liste les chefs
politiques dans l'histoire, qui ont structuré l'histoire de l'Andalousie du Maroc, enfin des empires à l'époque. Mais surtout, il fait un focus sur cette zone des côtes qu'on a du mal à connaître. On la connaît un peu par exemple, le moment des Portugais, comme on a eu avec M. Chevry, par exemple, qui nous a donné dans le détail. On avance. Extraordinaire. Ce livre de Mafakhir al-Barbar, qui est resté longtemps, d'ailleurs, que Ibn Khaldun a repris pratiquement texto, et pendant très longtemps resté anonyme, et finalement, un chercheur de l'université de Wahran a fini par trouver l'auteur, qui est Ibn Abd al-Halim, et qui le met dans le contexte parce qu'il en avait fait une thèse de doctorat. Du coup, ça nous donne effectivement un document extraordinaire de la période almohade à un moment donné où les frictions ont atteint un niveau intellectuel et ne sont plus militaires et ne sont plus de type de compétition entre pouvoirs, puisque les choses on se bagarrait à coups de livres. À coups de livres et aujourd'hui, c'est à coups de tweet. On est passé du glaive au livre au tweet. Là n'empêche pas. On va revenir au premier. Là n'empêche pas. Et moi, je trouve ça extraordinaire d'un autre côté parce que je me dis, il faut pas faire de l'histoire angélique, l'histoire heureuse en disant, il n'y a pas de différenciation sociale, il n'y a pas de. Non, mais pour moi, c'est important de savoir différenciation linguistique et que on est obligé de donner aussi cette image de friction sociale, de cette dynamique interne. Oui, mais tu sais très bien que dans notre imaginaire collectif et notre inconscient collectif, tu as le fitna, c'est-à-dire le fait d'analyser et c'est exactement ça, et considérer comme une tentative de diviser. C'est contre ça qu'il faut lutter. Voilà. Moi, je veux dire, ma personnalité d'Amazir, de Sousse, n'empêche pas que je suis... Quelle équipe de foot tu soutiens? C'est ça tu vas être fâché. Non, je suis pas fâché. Je garde ça pour moi. Non, vas-y mon ami, dis-nous quelle équipe de foot tu soutiens. Exactement l'opposé de Reda Allali. Alors, c'est l'opposé de Reda Allali. Qu'est-ce que ça peut bien être? Je ne vois pas. On n'a pas d'opposé. On n'a pas de même... Non, personne. On joue pas Bayern, dans la même sphère. Bayern ou bien le Real Madrid. Non, mais il me dit qu'il est souci. C'est régulier, Shabab Rouara. Il ne va pas me sortir autre chose. Ouais, mais les Kazaouis. Alors, revenons sérieusement. Moi, j'aime bien qu'on parle de cette période almoravide, almohade. Alors, il y a beaucoup de différences entre les deux, mais je la trouve quand même impressionnante. C'est une de mes grandes découvertes. On est devant quelque chose de sérieux. Quelque chose de costaud, quelque chose de solide. On a quand même l'impression, quand on se plonge dans cette période, que ce soit par le règne, par exemple, de Youssef Nsachfin, qui est très long, ou bien par le règne des Almohades, au moins les trois premiers, Abdelmoumen, Youssef et Yacoub, qu'on est devant des gens qui sont en avance sur leur période, en tout cas qui ont écrit des pages très importantes de notre histoire et qui ont placé cette zone géographique dans un espace où ils avaient leur place. C'est une mutation. C'est une mutation. Non, mais il y a une notion d'organisation, de structure, presque d'État. De l'État. Et je ne sais pas si vous serez d'accord avec moi quand je lis par exemple que Abdelmoumen demandait, alors c'est lui ou le suivant, à Ibn Tofel d'écrire qui avait pondu des encyclopédies. Youssouf. Je crois que Youssef qui avait demandé à Ibn Tofel de faire des résumés de son encyclopédie médicale pour la distribuer à ses généraux pour qu'ils puissent soigner les gens et distribuer faire des débuts de dispensaires. C'est cette volonté de diffuser. Et c'est quand même quelque chose qui nous interpelle aujourd'hui et on ne peut pas ne pas voir que la suite est un déclin. C'est des flyers avant les flyers. Ouais. Je rappelle juste ce qu'avait dit Triki quand il y avait une épidémie, comment il nous disait, il mettait un mot de papier avec le nom et l'appartenance de la personne en cas de décès pour la localiser à l'époque almohade. Oui, la CIN. La CIN. Oui, non, mais il y a ça, il y a également le côté un peu effervescence. Quand tu as les ulama qui sont capables de te dire n'allez pas le Hajj parce que la route avait été rendue dangereuse par les croisades. Absolument. Et que c'est ce que tu m'as raconté. C'est Ibn Rushd d'ailleurs, c'est Ibn Rushd qui a vu ça. Sur la sécurité des routes à cause des croisades, et d'ailleurs on a eu un creux. D'ailleurs, même dans le Rahalat al-Hajjiyya, on avait l'Abdari à l'époque al-Muhad, et après, ça ne reprend qu'avec Abou Mohamed Saleh de Asfi qui va de nouveau donner une nouvelle dynamique à cette route des Hajj par le réseau d'Izaouia. Oui, comme ça, en la sécurisant. Tout à fait. C'est des aires de repos en fait. Des aires de repos, oui, tout à fait. Et curieusement, ça prend la route saharienne, pas le nord de l'Atlas, par le sud de l'Atlas, l'Atlas du Maroc, d'Algérie, de Tunisie, etc. Par Sijil Massa, curieusement, ça prend la route saharienne. Genre, a priori, non, on va prendre la côte, etc. Ben non. C'était plus chaud, mais plus sûr. Oui, peut-être. La côtière, c'est sympa, mais... et puis, il y avait des stations caravanières, donc c'était des routes fréquentées. Écoutez le podcast sur SFI de Teleki, vous allez... le professeur Teleki nous a fait un grand numéro encore. Oui, exactement.
quand on voit la taille donc de cet empire, que ce soit Almoravid ou Almohad, on comprend aussi la difficulté qu'il y avait à la fois, que de guerroyer à la fois en Afrique, au Maghreb et en Andalousie. Voilà, en Europe, et que c'était systématiquement des arbitrages qu'il fallait faire entre la poussée chrétienne et la stabilité interne. Et ça, les historiens, c'est Mustapha, ça c'est les historiens d'aujourd'hui, ils sont complètement, il y a un article qui est sorti il y a quelques années en disant que les choix stratégiques des Almohades étaient complètement faux, en quelque sorte, parce qu'ils bataillaient contre les Ifriqiens avec la présence des tribus arabes, et ils ont délaissé le front andalou, ce qui a fait leur défaite, etc., etc. Et ça, c'est des arbitrages, comme tu disais, et que l'effort de guerre qui a été consenti par les Almohades entre les deux extrémités de leur empire, si grand, était quand même, j'imagine, très difficile à mener en même temps. Et donc, il fallait faire un choix. Oui, il y avait des arbitrages à faire. C'est ça. Et moi, je voudrais juste signaler à quel point, enfin, je le répète, mais c'est quelque chose qui m'a marqué dans cette série de podcasts, c'est à quel point la structure était considérée comme importante. C'est-à-dire que ce sont des gens qui ont posé les bases d'une administration, on est d'accord ? Oui. Qui ont vraiment structuré, y compris leur armée. Y compris la formation des cadres. Voilà. Et qui était la formation et qui était également un empire. Dans le sens où on intègre les factions conquises, comme l'Empire romain, où tu racontais qu'on prenait les Ibères pour les envoyer en Hongrie et vice-versa. Les Mauritaniens on avait la même chose en Grande-Bretagne. On avait la même chose ici. Oui. Voilà. Alors il y a quelque chose qui m'a marqué aussi, c'est à quel point, quand on vous écoute, c'est histoire de croisade. Normalement, quand j'étais petit, quand on demandait des croisades, j'imaginais l'Orient, quoi. Enfin, Saladin, Richard, enfin, tous ces gens-là, c'est un peu flou, mais on les voit. Mais en fait, c'est qu'une question de marketing, parce qu'on a eu des croisades chez nous. Alphonse VI contre Youssef Mtachfine, Alphonse VIII contre Yacoub Mansour, Sébastien qui vient bien plus tard affronter les Saadiens, ils sont dans une logique de croisade, ces gens-là. Oui. Bien sûr, c'est toujours dans le cadre de de ces combats éternels. Et comme le pape était un peu le grand patron de tout ce beau monde ici, lui qui est un peu d'ici des grandes stratégies des relations internationales du moment. Pourquoi on parle des croisades ? Parce qu'on parlait des lieux saints, de la chrétienté, dans Jérusalem, etc. Du coup, ça lui donne cette importance. Et pareil, je veux dire, pour chez nous, c'est pour ça qu'on a gardé cette antipathie vis-à-vis de la chrétienté et de ce qui est chrétien. Je crois que c'est lié à cela, parce que c'est accompagné également par la conquête et l'occupation de la terre, dont nos frictions. On accepte facilement qu'un Marocain soit de confession juive, mais on a du mal à accepter un Marocain de confession chrétienne à cause de ce lourd passé accumulé, transmis de génération en génération, une sorte d'antipathie. Oui, l'histoire du Maroc, j'ai l'impression que c'est l'histoire d'une ligne de front. C'est l'histoire d'une ligne de front qui avance et qui recule, et c'est l'histoire d'une zone tampon. Jusqu'en Tunisie, ils ont la même perception. Je veux dire, c'est un peu le même contexte et puis les mêmes histoires. Et du coup, oui, on reste encore dans cet imaginaire parce qu'il y a une sorte de transmission également. C'est comme pour les Marocains de confession juive qui ont continué à fêter cette victoire de Oued el-Makhazine par un repas qu'ils célébraient, cette victoire, etc. Et tout simplement parce qu'ils savaient qu'ils étaient un peu le maillon faible, vu qu'on avait les histoires de los Moriscos et de los Marranos aussi. Donc ils savaient qu'ils allaient venir. Et donc, dans l'imaginaire collectif de musulmans ou de juifs, il y a ce danger que représente le chrétien et la chrétienté parce qu'elle est agressive et surtout que Cisneros s'était passé par là, donc il force les gens à se convertir et cette réaction systématique qu'on a vis-à-vis des Européens associés à la chrétienté, d'ailleurs même jusqu'à l'arrivée des Français et des Espagnols au XXe siècle, c'est le mot romi par rapport aux Romains, mais qui désigne chrétien, qui est resté en usage pour désigner tous les mécanismes de défense, qu'ils soient intellectuels, culturels ou physiques. Il y a une vraie bagarre, c'est-à-dire qu'à un moment on a l'impression que avec l'affaiblissement à partir des Mérinides, ça chute, et en même temps, de l'autre côté, ça s'unit, parce que les Almohades ou les Almoravides étaient capables de proposer un énorme front devant des Espagnols, Portugais séparés, Aragon, Léon, Castille, machin, etc. Quand ils se réunissent en face, de l'autre côté, ça se désunit. Et avec l'affaiblissement du côté sud musulman, on a l'impression qu'on a un repli sur soi. C'est ça. Mais ça a été le cas depuis la conquête islamique, en fait, depuis Charles Martel jusqu'à l'époque portugaise ou espagnole, et même au-delà. Je veux dire, c'est ce flux et reflux des musulmans et des chrétiens autour du bassin méditerranéen, c'est quelque chose qui est une condition sine qua non de la coexistence, certes belliqueuse entre les deux, mais en même temps, moi, j'en tire aussi la possibilité d'avoir des deux côtés
l'Andalousie, le Portugal, etc., mais également au Maroc, un patrimoine extrêmement riche, vis-à-vis duquel on a eu, et là j'ouvre une brèche pour l'ailier gauche Mustafa Kadiri, en fait, vis-à-vis duquel on a des relations assez bizarres. Lui, il parlera bien évidemment de l'évolution de cet intérêt, mais en tout cas, on a vis-à-vis du patrimoine portugais au Maroc, une relation de rejet jusqu'à ces dernières années. D'ailleurs, on n'a jamais eu, jusqu'à les années 2000, de spécialistes sur ce patrimoine, hein, genre Ezdin Kara ou Chibri, etc. Mais à part cela, avant eux, Chibri nous a parlé 3 heures de portugais. Eh ben, à lui seul, il fait école. Mais en tout cas, c'est représentatif. Est-ce que tu es en train de dire c'est pareil pour les Espagnols, hein. Il y a une frange de chercheurs espagnols qui refusent catégoriquement la présence musulmane. Au point où Pedro Jiménez nous dit que les Arabes n'ont jamais conquis l'Espagne. Et il parle de l'Espagne... Ignacio Olag, qui était à l'origine de cette théorie. Non, mais je pense pas qu'on puisse comparer les rapports qu'on a avec l'Espagne et le Portugal. C'est plus apaisé avec le Portugal. Oui. Parce qu'on n'a pas connu d'histoire coloniale récente par rapport à l'Espagne, et les tensions, la France, etc. Mais si on doit rester sur cette période-là, on va aller plus loin, on va aller à la Reconquista. On va aller au déclin, à la Reconquista, et on va aller au cas andalou. Et moi, c'est une de mes grandes découvertes de cette saison, c'est l'importance du reflux ou l'exode ou des Andalous, Marranos, Moriscos qui reviennent, et c'est très important. Ça a eu un impact démographique parce qu'ils sont nombreux, un impact culturel, un impact idéologique, et sincèrement je ne voyais pas ça aussi déterminant dans notre histoire. C'est très important, en tout cas c'est un moment de changement géopolitique carrément en Méditerranée, hein. Je veux dire l'enfin des empires morts comme ils les appelaient, et pour les Européens c'était excellent, pour le pape c'était super, et puis l'apparition d'un nouvel empire en Orient qui s'appelle les Ottomans, donc qui va également entrer en scène, et du coup on va avoir 3 principaux acteurs en Méditerranée, plus un 4e qui va venir de loin, c'est-à-dire les British, mais on va voir surtout l'Empire espagnol, l'Empire ottoman et l'Empire des Saadiens qui va se recentrer sur l'Afrique uniquement. Il n'aura plus la possibilité de passer de l'autre côté. Et c'est pour ça aussi que la notion du récit, de la mémoire, de la transmission, pour quels objectifs est intéressant, ce que nous, on n'a pas vraiment développé à travers l'histoire, parce que je crois qu'on passe à autre chose, contrairement, par exemple, entre le Portugal et l'Espagne, comment en Espagne, elle perpétue, par exemple, la Dia de la Toma, la célébration de la Reconquista, la célébration de la victoire, avec des mises en scène théâtrales où on fait une journée, les gens déguisés, on habillait les gens comme à l'époque, on simule la guerre, et puis même jusqu'en 95, on brûlait une poupée qui représentait le prophète carrément. Le prophète. Non. Je pensais qu'on prenait un mort symbolique. C'est le roi des morts, comme il l'appelle. C'est le prophète, le roi des morts. Et jusqu'en 95, hein, dans la région de Valence. Et puis, avec les histoires de terrorisme, ils ont arrêté cette histoire de poupée. Mais les festivités continuent. C'est pas que dans la région de Valence, dans beaucoup de régions. Ce que je crois, au Portugal, ils ne sont pas à ce stade de perpétuer la revanche par rapport à l'imaginaire du commun des mortels. Mais les références à la revanche sont constantes, y compris maintenant. Mais moi, je vais vous poser une question comme ça, sans réfléchir, répondez-moi spontanément. Si vous aviez un calendrier des 12 mois lunaires ou solaires, libres et que vous devriez fériériser, on peut dire... Non, pas Non, juste pour reprendre les Espagnols célèbres, le machin, etc. Nous, indépendamment de ce qu'il a fait, qu'est-ce qu'il faudrait célébrer sur tous ces siècles? Je parle de politique et de militaire, hein. Je parle pas de... Zlaqa. C'est ça, Zlaqa, l'Arak, c'est quand même une histoire belliqueuse. Oued el-Makhazin, c'est ça. Mais c'est une histoire belliqueuse. Moi, j'avais envie de me placer dans l'histoire culturelle, je sais pas, l'écriture d'Ibn Fadlan, ou d'Ibn Rushd, etc., etc. Mais c'est encore une fois l'hégémonie de l'histoire politique, en fait, dans nos programmes et dans notre vision de l'histoire. Or, l'histoire sociale, depuis quelques années, a quand même
pris le dessus. Non, bien sûr, bien sûr. Et il a permis de rebalancer un peu, d'installer, pas l'équilibre complètement, mais en tout cas de réfléchir sur l'histoire culturelle et sociale, en fait, de ces régions. Franco avait essayé, sous le titre de la connivence, de présenter cette Andalousie qu'on essaie de récupérer au XXe siècle, de redonner une nouvelle image. En organisant même le pèlerinage des musulmans, des musulmans à la Mecque, oui. Et puis... J'ai pas compris. Il a organisé le Hajj. Oui. Les Britanniques, les Français, les Espagnols. Il finançait carrément toute l'organisation du Hajj avec des bateaux, avec... Mais pourquoi? Qu'est-ce qu'il a gagné? La politique d'attraction des élites des zones qu'il occupait. c'est ça. Il y avait même une rumeur qui disait qu'il était devenu musulman, non? Oui, le Hajj Abdeslam, oui, on en avait parlé. Franck et nous, je crois, la saison précédente. Franck et nous, j'invite les gens qui nous écoutent à le réécouter dans le contexte, parce que tout ça a des origines et des traces. Mais en tout cas, une manière de récupérer ce passé qu'ils ont longtemps rejeté dans le contexte colonial pour une politique qui a des objectifs coloniaux, pour des gens qui avaient des stratégies très précises. Je veux dire, on peut inscrire même García Lorca dans ce contexte, même s'il il a été assassiné par les franquistes, mais il était parmi les premiers à reprendre les chants qui pleurait un peu le sort de Morisco et de Marrano au XVIe, XVIIe. C'est pour ça que la poésie de García Lorca se distingue par cette reprise des poésies en castillan, mais qui pleurait le sort des Moriscos et des Marranos. Il faut savoir aussi que cette histoire reprise par les Espagnols, etc., avec, il l'appelle la période Andalousie. Ni arabe, ni musulman, ni... ça, c'est au niveau de la recherche, il l'appelle la période Andalousie, par référence justement à cette période extrêmement riche, qu'ils n'ont pas étudiée pour étudier. Ils ont étudié ça justement pour développer, à partir de cette histoire, une stratégie de développement extraordinaire depuis le début des années 80 jusqu'à aujourd'hui. Et vous imaginez le patrimoine de cette période, allez, on va l'appeler Andalousie par référence à la zone géographique, et je préfère comme ça, on est neutre. Non, il s'agit d'une région autonome aussi, qui a un passé, parce que c'est une région qui n'a pas de langue. Ils ont eu ce problème. Et le fait d'isoler l'Andalousie comme ça dans l'imaginaire historique, si, ils parlent. Des fois, quand ils veulent donner du contenu à cette Andalousie, ils disent soit arabe, soit musulmane, pour ne pas dire moro. Et comme c'est l'Arabie qui dominait, par exemple, l'Andalousie, ou bien, quand on dit musulmane, ça veut dire quoi? Les Indonésiens étaient aussi également impliqués dans cette histoire. Ça, on a déjà abordé ce thème-là. De tout ça, ce qu'on retient, nous, c'est un énorme malaise. Une énorme confusion, et on doit réécrire notre histoire nous-mêmes, c'est-à-dire pas attendre que les Espagnols décident si l'Andalousie était arabo-musulmane ou barbaro-mauresque ou ils parlent de leur point de vue européano. Ils parlent de leur point de vue. Et puis, ils ont il y a un côté académique, de recherche, universitaire, qui essaie de restituer le passé. Le problème n'est pas écrire ou réécrire. Je veux dire, la documentation dont nous disposons aujourd'hui, que ce soit les sources anciennes, que ce soit les thèses, les livres qui ont été édités, je veux dire, il n'y a rien à dire. Tout est clair. Le problème, c'est comment de cela est pris pour être introduit à l'école, pour initier les enfants avant d'arriver à un stade supérieur d'apprentissage. Et on a assisté cette année à un remodelage des manuels d'histoire pour introduire Héroud, pour introduire quand même des choses de l'Antiquité qui sont extraordinaires, mais il faut que cela soit continu sur les dynasties, etc., parce que c'est là que quelqu'un peut se repérer dans l'espace, non pas sur les histoires de gloire, de défaite, qu'on était beau, on n'était pas beau, on était supérieur, on était inférieur, loin de là. C'est juste comprendre un petit peu les différentes étapes de la géographie dans laquelle on est, et un grand déficit, je le constate même chez les étudiants à l'université, les étudiants, sur le déficit sur la géographie. Je veux dire, connaître où se trouve telle rivière, telle montagne, et les noms des montagnes, les noms des rivières, les noms des villes, des tribus, etc. C'est des choses qui n'existent pas, ou quand ils existent, ils sont très minimes. Et ça te laisse quand même perplexe. Parce que dans la vie quotidienne, justement, c'est le rôle effectivement de la gestion du patrimoine est fondamental. On en a parlé pour Idrissi par exemple, ou Héroud. C'est très bien, la découverte a été faite, elle est spectaculaire, elle est extraordinaire. Sauf que si on ne met pas en valeur
le site d'Héroud, comme ce qu'il est en train de faire le ministère de la Culture, franchement, moi je m'inquiète pour le site lui-même et son sort, et puis après la connaissance que les générations futures auront de ce lieu. Il en est de même pour Armat, pour Sigil Massa, etc. Et moi je constate que au niveau local, il faut des projets de ce genre, non seulement dans la diffusion justement de l'information et de l'histoire portée par des générations, etc., etc. Volubilis, c'est pareil, et pourtant il est quand même très très bien visité. Il accueille comme Marrakech un monde énorme. Il génère, on va dire, de l'argent, beaucoup d'argent même pour un site où on n'a pas investi grand-chose depuis quelques années. Pour un prix modique. C'est ça, je veux dire par là, il faut que ça reste comme ça, et il n'est pas si modique que ça, hein, parce que c'est, écoute, moi j'ai envie de t'interrompre, excuse-moi, mais quand tu voyages comme touriste, hein, et que tu as accès à des sites, quand tu vas dans d'autres pays, j'ai plusieurs exemples en tête, mais tu te rends compte que le guide historique, c'est tout le monde. C'est-à-dire que le taxi te raconte l'histoire du Mexique, par exemple, où c'est beaucoup plus diffusé. Bien sûr, on a des guides, on a des historiens, on a tout ce que vous voulez, mais en même temps, ce n'est pas quelque chose que tout le monde s'approprie. Or, tu vois très souvent, quand tu voyages dans des pays qui sont peut-être moins de profondeur historique ou moins de choses à raconter, que tout le monde sait ce qu'il faut raconter. Et ça, c'est pas quelque chose qui s'est diffusé au niveau de... Quand on parle du tourisme et de la crise du tourisme au Maroc aujourd'hui, est-ce qu'on a un tourisme marocain qui visite les lieux de la mémoire, de l'histoire, etc. Parce qu'on pense le tourisme, on parle d'hôtellerie, ok, et quoi d'autre? Qu'est-ce que je vais faire pendant 5 jours ou pendant une semaine dans un lieu? C'est pas possible. L'offre, en fait, il est encore, on va dire, gérée d'une façon traditionnelle. C'est-à-dire, on attend, il n'y a pas de marketing culturel, malheureusement, sur nos sites de patrimoine, etc. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on fait des pubs? On ne fait pas de pubs. Et ça a choqué tout le monde de voir, par exemple, que pour une exposition, on affiche un peu partout, on fait la pub, par exemple, pour une exposition sur le Maroc médiéval à Casa, mais qui est installée à Rabat. Ça, c'est une très bonne chose. Moi, j'ai envie de dire que il nous faut, en quelque sorte, approcher au jour d'aujourd'hui le patrimoine marocain d'une façon beaucoup plus récente, beaucoup plus dynamique, beaucoup plus moderne, et au point où, par exemple, on vient de finir en fait le mois du patrimoine, tout un mois, 18 avril, 18 mai. Donc on vient de boucler pratiquement toute l'administration du ministère de la Culture a organisé des choses extraordinaires, des webinaires, des machins, des podcasts, etc. autour de ce mois du patrimoine. Passé cette date, salam alaikum, il n'y a plus rien. Ah, ne viens pas sur mon sujet. Nous sommes le peuple de la Hamla. On peut faire la Coupe du Monde, si vous voulez, les vaccins, tout ce que vous voulez, le frère d'âme tous les jours, avec la même intensité, c'est plus compliqué. Et ça, je suis d'accord, mais encore une fois, moi-même, j'ai juste la programmation. Moi, je veux dire, dans notre esprit maintenant, jeudi après-midi, jeudi soir, c'est le podcast de Radio Ma'arif. Eh ben justement, est-ce que vous écoutez les podcasts de Radio Ma'arif? Bien sûr. Alors, c'est lequel votre podcast préféré? Alors, moi, j'écoute et je réécoute. D'accord. Alors, lequel t'a plu? Alors j'étais. Est-ce que tu t'écoutes toi-même déjà? Très rarement. Je n'aime pas m'écouter en toute honnêteté, sauf si j'ai des remarques, par exemple, des retours particuliers sur telle ou telle question, et ça j'aime beaucoup. Deuxième chose, j'ai beaucoup aimé le podcast du professeur Oulhaj. J'écoute systématiquement ceux de notre ailier gauche, Mustafa Qadiri, et j'ai beaucoup aimé celui de Madame Leila Mziane sur Saïd Al-Hurra, et bien évidemment l'incontournable Triki, professeur Triki, et tu nous l'as tous dit là. Et notre ami, comment il s'appelle, de Marrakech. Vous avez une association des... Mohamed Oujam, bien évidemment. Vous avez une association des historiens, parce que là, il est en train de faire une campagne. Là. Il nous a pas répondu. Une autre Hamla, voilà. Non, je crois que celui qui perturbe le plus, c'est celui de professeur Al-Hajj sur la pensée, d'ailleurs. Il m'a perturbé, parce que quand on est arrivé à la Sainte Trinité, alors là, moi, j'étais perturbé. En plus, je crois que c'était pendant le Ramadan. C'était très, très difficile de
de garder son esprit. Oui, non, rien que d'être capable de mener la discussion devant quelqu'un qui est un érudit dans une zone où tu es, toi, rien, quoi. Enfin, Non, je veux dire, c'est une question de savoir, de connaissance et de métier, même si c'est pas sa spécialité, mais c'est quelqu'un, je crois, qui... Mais tu as senti Correda dans ce podcast, il était consommateur. Il était complètement perdu. Oui, il était consommateur. Non, mais je veux dire, c'est le Marocain moyen comme nous tous. C'est le Marocain. C'est moi, le Marocain moyen. C'est le Marocain moyen comme nous tous. Par notre culture scolaire basique, on croit tout savoir, et par les quelques trucs orientés de YouTube, etc., on croit que c'est de la science infuse, et puis on se tient mort du cul certaines choses sur lesquelles on ignore tout. Or, dans le cas de ce podcast sur la pensée pré-islamique, je veux dire, comment ne pas être étonné qu'il y a tant de richesses, tant d'écrivains, tant d'auteurs, tant de penseurs qui ne sont pas inclus dans le menu de l'école, les médias, la télé, la radio, etc. En fait, de quelqu'un marocain standard qui veut évoquer l'histoire, il te parle de Haroun Rachid comme si Haroun Rachid était à Marrakech. Pourquoi? Parce qu'il ne connaît que Haroun Rachid à l'école. Troisième offensive. Et elle connaît que tous les poètes de l'époque. Parce que c'est l'école qui lui a dit que ce bonhomme était génial. Ok, il n'y a pas de problème, mais bon, donne-moi une anecdote sur Yaqub al-Mansour Yusuf Ben Tachfin. Qui peut me donner le nom d'un poète ou quelqu'un qui fait de la prose de l'époque mérinide, de la première époque alaouite, de l'époque almoravide? Personne, parce qu'il y en a pas à l'école. Alors le problème, c'est pas ça qui manque. Je peux même moi te dire un vers de Abdel Moumen, si tu veux. Oh, vas-y, épate-moi. Ah non, je l'ai pas en version originale, juste la traduction. Tous les livres du monde ne peuvent s'opposer à la puissance des poitrails et des chevaux. Waouh. Voilà. À peu près, hein. Je vous le fais comme... tu me fais beaucoup d'honneur en disant que je t'ai perdu chez Oulhaj. Au début de cette série de podcasts, je t'ai perdu chez tout le monde. Même l'histoire de la semaine dernière, je l'avais oublié. Et que dire de Hamza, qui s'occupe des instruments d'enregistrement et qui fait le critique à chaque fin de... Mais Hamza, c'est celui qui écoute les podcasts encore plus que moi, parce qu'il les traite. Donc tes hésitations, tes répétitions, tes obsessions, c'est lui qui les supprime. mais en tout cas, j'aime beaucoup ses commentaires après chaque enregistrement, parce que aussi il garde cette distance et du coup il est plus éveillé que nous quand on est dans le bain. Je voudrais terminer en parlant un petit peu de la période coloniale, ou même pas la période coloniale, la période qui nous mène à la colonisation. Ce que j'ai compris, en fait, à force de t'écouter, c'est toi qui es spécialiste, Moustapha, de cette période-là, mais on a été en fait pas colonisés, on était ruinés. Voilà, j'ai l'impression qu'on a été ruinés et qu'il y avait une espèce d'emprise économique, l'ouverture des frontières aux produits européens pour lesquels on n'était pas prêt, une fiscalité galopante vue à cause de l'impôt de guerre, une perte de souveraineté politique, etc. On a quand même l'impression que quand on en arrive à bien avant le 1912 et la signature, on est ruiné. Voilà, c'est ruina, hein, on est ruiné, c'est ruina. On a le terme ruina, mroun. Hein, même ruina, c'est le désordre. La ruine, c'est le... Voilà. Non, ruina, c'est le désordre, c'est la cata. Hein. C'est effectivement la perte de la souveraineté, parce que c'est la première fois que ça nous arrive depuis au moins les Omeyyades, c'est déjà ça. Et puis surtout, ce changement dans le monde qui a eu lieu, surtout avec les différentes révolutions, d'abord industrielles, et puis politiques qui ont eu lieu, le nouveau monde, le changement de la cartographie, et puis l'invention de quelque chose que les Européens imposent au monde entier au nom du droit international pour se partager les gâteaux, et on faisait partie de ce gâteau. C'est pour ça que peut-être on a résisté jusqu'à la fin, par le dernier pays en Afrique à être colonisé, et en même temps subir ce partage entre certains qui se considèrent qu'ils ont une revanche historique pour avoir leur part dans ce gâteau, donc ils ont obtenu le nord et le sud, et les autres qui, par des raisons stratégiques et parce qu'ils étaient voisins, ils veulent avoir la continuité et du côté de la Tunisie, du côté du Maroc, pour pouvoir faire leur continuité territoriale, et comme les British en avaient d'Alexandrie jusqu'à Cape Town. Bref, on en paie encore les pots cassés aujourd'hui, parce que justement, c'est pas qu'on n'a pas su peut-être suivre le mouvement, mais en tout cas, l'auto-analyse, si j'ose dire, de nos élites, qu'on présentait comme des lumières
avec un peuple qui n'était pas à la hauteur, alors que peut-être, je crois que c'est l'inverse, c'est le peuple qui était des Lumières et nos élites qui n'étaient pas à la hauteur. Eh bien écoute, tu es en train de me faire ton débordement aboutit à un centre en retrait. Ce n'est pas abouti à un tir à angle fermé, mais un centre en retrait. Je vais reprendre ça de volée pour signaler le peuple, c'est-à-dire le grand absent de notre histoire. Vous allez m'excuser, mais c'est quand même ce qui... Alors c'est qu'on arrive à trouver des descriptions d'actions royales, de la géopolitique, de la stratégie, bon, avec ses limites, hein, mais le grand mystère pour moi, c'est le Marocain. Le Marocain qui n'est ni roi, ni vizir, ni soldat, ni qui est, je sais pas, flek, zer, enfin qui est les métiers traditionnels que nos ancêtres ont exercés. Celui-là, Mskin, il est absent de notre histoire. Il est très difficile même de se l'imaginer en termes de vie quotidienne. Il est difficile. Alors par exemple, je me suis intéressé à la cuisine, j'ai trouvé la recette d'un plat al-muhad, mais royal. C'est-à-dire, d'ailleurs, c'est très simple, tu mets tout ce que tu peux trouver à l'époque, tu mets sur le feu. Donc ça existe. Mais par contre, les gens, on a du mal avec ça. Je sais pas en quoi le quotidien d'un Marocain du rural, montagnard de 1700 est différent de 1200. Ça manque. Est-ce que vous êtes conscient de ça? C'est une question de source et de choix, en fait. Pourquoi? Tout simplement parce qu'effectivement, on peut pas trouver dans le livre d'Ibn Khaldoun, je sais pas, le plat d'un nomade, etc. Dommage. Quoique, dans la Muqaddima, il y a des choses. Par contre, ça, c'est des chroniques dont l'objectif est de suivre en fait l'action du prince. Oui, bien sûr. Par contre, pour aller chercher, et ça on l'a fait depuis, les historiens ont commencé à le faire d'une façon systématique, c'est d'aller dans d'autres sources, vers d'autres sources du type, par exemple, des fatawi, des traités de la jurisprudence, par exemple. Il y a où on trouve véritablement des problèmes du quotidien. Et ça existe, par exemple, la fèche jusqu'au 19e siècle. Énorme. C'est ce qu'on appelle l'amal. L'amal, مثلا l'amal الفاسي, l'amal المكناسي, l'amal الفيلالي, etc. Deuxième élément, c'est par exemple les textes hagiographiques. On a à l'époque médiévale, par exemple, Tamimi, Kitab al-Mustafad, par exemple, sur les saints du Maroc du Nord. Et on a du côté sud, Kitab al-Tashawuf au XIIIe siècle. Et donc, dans ce genre de documentation qui est resté en marge de l'histoire, parce que, en fait, c'était pas conçu pour être un livre d'histoire. Il est conçu pour être un livre de glorification, hein, de donner d'exemples, on va dire, d'exemples avec un E. Et ça nous permet, nous, les historiens, d'une manière indirecte, de retracer justement cette histoire un peu populaire, cette histoire un peu sociale et culturelle du Maroc, où on peut trouver quelqu'un qui vit dans une grotte. Et à chaque fois que je lis, par exemple, le Tashawouf, et qui nous parle des saints qui vivent dans des grottes et tout ça. Lépreux, là. Non, c'est tout simplement, c'est des sophies qui font leur retraite spirituelle dans des grottes. Et le pire, et c'est un moment extraordinaire, en fait, c'est quand on a découvert à Église toute une série de grottes de soufis. À Église, je veux dire, une réalité archéologique, avec leurs petites lampes à l'huile, leur gamila. C'est une grotte aménagée, quand même. Quatre cellules de grottes les unes à côté des autres, avec ce qu'on appelle une banquette, un lieu pour dormir, etc. C'est des grottes de 2 mètres carrés, maximum, hein, avec le minimum, etc. Et c'est-à-dire, en fait, il y a une réalité de cette histoire qui existe de par les sources, mais je défends mon précaré par l'archéologie. Ah, j'attendais ça. Par l'archéologie. Voilà. Et là, je peux vous dire débordement de l'aile droite. Les objets. C'est reparti. Je peux vous dire. Non, la force, c'est les objets. Oui, mais voilà. Et là, nous avons une par exemple, richesse. est-ce que tu peux me dire si le Marocain de l'époque almoravide, par exemple, mange sur une table, même basse? Non, jamais. Pas de table, D'accord. ça c'est sûr et certain. Pourtant, en Andalousie, il y avait des tables. Dans l'Andalousie, il y a des tables, mais basses. D'accord. Elles ne sont pas revenues. Elles ne sont pas arrivées chez nous. Ils sont arrivés, mais très peu conservés en archéologie. Et donc, qu'est-ce qu'on trouve, par exemple? La question des repas collectifs, ça, s'est installé, cristallisé dans nos traditions depuis très, très, très longtemps. Oui, bien sûr, donc, si on mange en archéologie, ensemble. Comment on voit ça? On voit plus de plats collectifs et grands plats, des plats etc. collectifs, ouais. Les plats, vous les très, retrouvez. très bien Mais par terre. Mais par terre, sauf dans des cas très spécifiques où on peut trouver des tables, par exemple, en cuivre. À ce moment-là, on les garde. Par contre, les plateaux, Sénia, maintenant. Sénia, oui, Ouais. exactement. Est-ce que le plateau, il a des pieds? On peut trouver un plateau avec des pieds?
Oui, Ce ça qui fait qu'il existe. est Oui, ça surélevé. existe. De l'époque almoravide et de l'époque almohade. On a D'accord. des exemples en Andalousie, pas au Maroc. D'accord. Parce qu'il faut aussi prendre les choses comme elles sont. Il y a deux. Nous n'avons pas développé une recherche archéologique de grande ampleur. Et donc, on peut. D'accord. On ne peut que se contenter de ce que qu'on nous a. avons. Et mieux encore, par rapport aux périodes sur laquelle tu as beaucoup insisté, c'est-à-dire le Haut Moyen-Âge, entre l'époque de l'introduction de l'islam dans ce pays jusqu'au Xe, XIe siècle, jusqu'aux Almoravides en gros. On a très peu investi C'est le trou noir, terrain. c'est le fameux trou C'est ça. noir dont parlait. Exactement, on a très peu investi le terrain de Asmito. On a des sites majeurs, par exemple sur l'époque idrisside, et on a fait un podcast sur les idrissides. Mais combien de fouilles on a organisées sur les niveaux idrissides? Très peu de choses. Très peu. Restons dans le quotidien. Sur quoi ils s'assoient les Marocains à l'époque almoravide, puisque tu es là-dedans? Alors, pour l'époque almoravide, on a par exemple une sorte de pouf. D'accord. Par exemple en laine, etc. Et ça, on le trouve dans la littérature. Sauf que des produits, encore une fois, périssables comme ceux-là, bien évidemment, sur le terrain, en archéologie, on n'en trouve pas. On va changer de catégorie sociale, mais j'ai lu quelque part que Abdelmoumen, donc l'Almohade, avait une sorte de trône. Exactement, ça c'est sûr et certain. On a un siège justement de pouvoir. Et je peux aller beaucoup plus loin, au-delà de la haute société dont on a parlé tout à l'heure. On a par exemple tous les éléments de la vie quotidienne des gens, par exemple un rasoir d'époque almohade, par exemple à Église, un rasoir en fer bien évidemment, aiguisé, un couteau. Qui ont existé jusqu'à l'apparition de la lame. Exactement. Même certains coiffeurs traditionnels dans les souks, ils ont encore ça. Je vais vous poser une question stupide tous les deux. Comment est-ce qu'ils allumaient du feu, s'il vous plaît? Je suis un brave paysan qui veut allumer ma je sais pas, non nomades encore aujourd'hui. Comment tu allumes un feu rapidement? Silex, non nomades encore aujourd'hui maîtrisent cet art. Mais comme ça aujourd'hui encore. Non mais d'accord. Donc qui fait aujourd'hui encore? Il n'a pas un briquet. Oui, mais c'est le briquet perdu. Quand il a épuisé, qu'est-ce qu'il fait? Il revient en réflexe. D'accord. Alors, est-ce que vous êtes en train de me dire que de façon quotidienne, les gens utilisaient les silex? Oui. Et oui, cher ami, on a une zone à Église, mais vraiment couverte de silex cassé. Parce que c'est une opération répétitive, etc. Au point donc celui qui fumait, si par exemple il se promenait avec des silex dans sa poche, le temps que ça lui plaît. Non, il y a à propos de Sipsi, on en a depuis l'époque mérénide. Non mais ça j'en suis sûr, j'imagine le bonhomme, le fumeur qui est là. En poterie, hein. En poterie, s'il vous plaît. En bois. Non, je veux dire, le système de fonctionnement aussi, il était non, mais aussi... reste sur le silex, pour allumer ta pipe. Oui. Non. Tu dois sortir le silex. Non, c'est pas ça. Il y a le feu. C'est le feu, voilà. Oui, mais il n'y a pas toujours du feu. Attends, oui, toujours du feu. Le feu ne s'éteignait jamais. Et puis, quand on a besoin de feu, quand on n'en a plus pour une raison N ou Y, on demande aux voisins. Parce qu'on demande... on sort le silex. Le khmira, on demande le khmira, d'ailleurs, hein, la levure, on demande le feu. Non, surtout ces deux trucs... parce que le feu, l'avantage, il faut le donner et le garder. Oui, le feu n'est pas... Enfin, tu le donnes et tu le gardes, quoi. C'est... Koh-Lanta, quoi. Non, mais la nuit, on laisse un peu pour avoir de rmad pour que le matin, il est toujours un peu chaud pour le relancer. Oui. Que ce soit chez les sédentaires. Le berger, il part avec ses chèvres. Oui, c'est le sélex. Encore aujourd'hui, il y a celui qui le maîtrise encore aujourd'hui au 21e siècle. Mais c'est une question, ça va, extraordinaire parce qu'en fait, nous, on l'a affronté ou confronté à Église. Site magique, le lieu de naissance de Mehdi Ben Tomart, le berceau des Almohades, etc., dans la région de Taroudan. Il faut préciser qu'il est né à Église, mais il a fabriqué sa gloire et sa mythologie et son système à Tinmel. Voilà. Et qu'il a fait attention à ne pas trop parler d'Église, parce que pour fabriquer son mythe, il ne fallait pas avoir beaucoup d'amis d'enfance. Non, ça c'est une décision en fait plus tardive. C'est une décision de Abdelmoumen. Pourquoi? Parce que les Harras se sont révoltés. J'ai failli essayer d'apprendre quelque chose sur non. C'est le contre-pressing, interception, merci, au revoir. C'est l'arrogance, ça s'appelle l'arrogance. Et donc c'est plus tardif. Les déçus de la Révolution se sont réinstallés à Église, bien après Tinmel. Donc mais en tout cas, pour ça, on s'est rendu compte, en fait, on a beaucoup fouillé à Église, d'une façon systématique, toutes les parties du site en quelque sorte. Et ce qui se passe, c'est qu'on n'a pas assez de lampes à l'huile en poterie. Donc on s'est dit comment Adnas Hadou, il s'éclaire.
C'est bizarre par rapport, et on fait des comparaisons par rapport à l'Andalousie, par rapport à d'autres sites marocains. C'est ridicule le nombre de lampes. Et en fait, on a demandé aux gens actuels du village à côté, Tifigit, on leur a dit, mais en fait, jusqu'à ces dernières années, enfin, jusqu'à l'époque coloniale par exemple, comment vous vous éclairez? Ils nous ont dit, on utilise Assafou. Assafou, c'est le nom, c'est le surnom d'Ibn Tomart. Et mieux encore, c'est une branche, en fait, de bois, souvent de l'arganier, dont on a trouvé des quantités énormes dans les niveaux archéologiques du 12e. Comme c'est le 10 mai, c'est la première journée mondiale de l'arganier. Donc il fallait que je place ça d'une façon ou d'une autre. Je défends le patrimoine. On a un bingo de la filée, donc ça fait Kadeli. Kadeli, il a rempli son bingo. Il nous a fait son Harald Rachid, le Jahiliya. Ça, c'est l'arganier. Et donc, en fait... Et l'archéologie. Et l'archéologie, oui. Et donc, je me dis... ils nous ont dit, en fait, qu'ils allumaient Hada Safouhada, le flambeau, une branche, ils la mettent dans un pot, ils la gardent. Il m'a dit, ça dure des mois et des mois. Un seul Assafou. Comme le bois d'arganier est très 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 dur, et donc en fait il se consume, et ils mettent de l'huile dessus, il se consume lentement. J'imagine même pas le nombre d'incendies qu'il devait y avoir. Non, c'est pas... avec le bota, avec tout ce qu'on essaye de faire, ça arrive chaque mois. Non, justement, je pense que les gens faisaient très 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 attention, parce que c'est normé. Par exemple, pour la lampe à huile, il a une place dans le mur. Il y a un petit trou encastré. Une lucarne, exactement, où on le place par... beaucoup de précautions, loin de là. Non, loin de là. Peut-être si tu me mets une seule bougie chez moi avec les enfants. Les accidents, bien sûr. Non, ceci dit, ça existe et on les trouve même archéologiquement à partir du moment où à Armat, on a trouvé tout un horizon, par exemple, sur un sol d'occupation complètement cramé. Égilis, c'est plus tardif. Et Égilis, c'est après l'abandon. Ça doit être les bergers, etc., qui trouvent du bois dans un coin, ils mettent le feu et ils repartent. Merci les amis. Est-ce que vous pensez qu'il faudrait faire une nouvelle saison? Ou est-ce qu'on a fini le tour de ce que vous avez à nous dire, vous et vos semblables? Au niveau de l'histoire? Bien sûr. Il y a toujours des histoires à raconter. Bon, si on peut... J'espère que si m'avais répondu le contraire, je l'aurais coupé. Non, il y a toujours des histoires. Je veux dire, tiens... c'est la démocratie du montage. C'est Hamza devant moi, l'homme qui coupe. Il n'a pas de ciseaux, mais il a une souris tranchante. Excellent. Non, c'est... Et s'il avait dit qu'il a tout fini, je pense qu'il aura des remontrances de la part de la corporation. On a parlé d'histoire politique, mais histoire sociale, histoire culturelle, histoire des langues, histoire des cultures, des pratiques, des saints, beaucoup de volets qui nous aideraient à compléter un petit peu ce tableau et surtout aussi intéresser les Marocains à ce type de tourisme dit culturel, c'est-à-dire pour visiter les lieux, etc. Il faut juste de la mise en valeur, il faut trouver des petits musées sur place, il faut trouver des démonstrations en 3D, des lieux où se reposer, où se restaurer. Faire des reconstitutions. Il faut habiller au Chilla les guides en mérinide. On a les casernes de l'époque coloniale espagnole ou française à travers tout le territoire de l'Atlantique jusqu'en Méditerranée. C'est des lieux de mémoire avec plein de traces, y compris des pierres gravées, des trucs. On parle d'archéologie d'un temps. On peut faire l'archéologie entre guillemets juste du XXe siècle et on ne va pas s'en sortir, si j'ose dire. Je veux dire, on va déborder. Et c'est ça qui va donner aussi une dynamique économique, territoriale, je ne sais pas, nos élus locaux, nos institutions locales, les régions, les communes, ils sont hors de ça, on met tout sur le ministère de la Culture et comme on est tellement riche en sites et on est pauvre en budget que vraiment, je vois que toutes les communes affichent des budgets, comment ils appellent ça, ce qu'ils n'ont pas dépensé, c'est un terme, ce qu'ils n'ont Le Fa'id. Le Fa'id, c'est ça. C'est une attaque centrale, ça. C'est pas un débordement. Ça, c'est un pressing direct. Je dis, le Fa'id, comment une commune peut avoir le Fa'id, de l'argent qu'il n'a pas dépensé? Mais c'est de la folie, alors qu'on croule. En toute honnêteté, Sereda, moi j'aimerais bien qu'un jour qu'on se dise, on a fini l'histoire du Maroc. Non. Baraka Alina. Et c'est le 99e épisode. Ouais. Et très sincèrement, moi mon souhait c'est de dire, ouf, on a terminé le khot, yallah نرجعوا لازمته نمشيو لشي حاجة أخرى. Abdallah, qu'est-ce que tu voudrais zoomer sur la nouvelle saison? Non, moi je porte les couleurs
de notre patrimoine et de l'archéologie, et surtout des périodes un peu oubliées par les textes, et notamment le Haut Moyen-Âge, etc. Qu'est-ce que s'appelle le Haut Moyen-Âge? Le Haut Moyen-Âge, c'est entre l'avènement de l'islam jusqu'à l'époque almoravide. C'est une période très peu étudiée. C'est le trou noir. C'est le trou noir, effectivement, C'est très une peu cour, de textes. c'est ça, exactement. Et les Idrissides. Les traces sont toujours là. D'accord. Et les traces sont très importantes. Et on a parlé de Nakour. Mais déjà commencez les amis, puisque c'est vous les professionnels, par changer les noms. Tant qu'on dira le Moyen-Âge, etc., on a vraiment l'impression... Il faut trouver une nomenclature, à mon avis, qui soit plus adaptée à la réalité de notre évolution, plutôt que de recopier celle qui, en Europe, nous donne des images un peu fausses. Parce que quand on dit le Moyen-Âge en Europe, on voit un truc un peu... Sombre. Un peu sombre, voilà. Oui. Alors que c'est les Lumières par ici. Voilà. Et après, on a la Renaissance en Europe, les Lumières, etc. Et là, plutôt, c'est un peu sombre chez nous. Non, la Renaissance chez nous, ils l'ont donné à un moment donné, le début du salafisme, C'est ça. la catastrophe qui nous frappe la tête jusqu'à aujourd'hui. Et voilà, C'est notre nada. Il faut renommer. Il faut renommer tout ça. Il faut renommer nos périodes. Enfin, c'est juste ma façon de voir les choses. Merci les amis. Merci à vous. Et à la prochaine pour une nouvelle saison. Ne vous éloignez pas. Les frontières sont fermées, je ne sais pas. On compte sur vous. Salut et merci à tous ceux qui nous ont suivis. Salut. Merci. La saison 3 du podcast Histoire vous est offerte avec le soutien de Maroc Télécom. Maroc Télécom, un monde nouveau vous appelle.